Salut, c'est Anne-Fleur, la créatrice du podcast. Pas de panique, l'épisode va commencer dans un instant. Je voulais vous parler de vacances. Je sais pas vous, mais le climat actuel me donne vraiment envie de changer d'air. Et depuis que je suis devenue maman, je trouve que les vacances en hôtel sont très chères et assez peu adaptées finalement à ma famille. Et là, j'ai découvert Home Exchange, le leader mondial de l'échange de maisons. Ce que j'ai adoré, c'est que pas besoin de me fâcher avec mon banquier puisque pour 130 € par an, je peux faire absolument autant d'échanges que je le souhaite. Ensuite, c'est hyper authentique. Loger chez l'habitant avec des conseils concrets de locaux pour découvrir un nouvel endroit, c'est juste génial. Et puis, on va pas se mentir, par les temps qui courent, c'est quand même vachement plus safe que d'aller à l'hôtel et de partager l'ascenseur avec 1 million d'inconnus. En tant qu'expat, quand on rentre en France, nos proches n'ont pas toujours la place de nous loger plus que quelques jours. Et le camping chez les potes, c'est sympa 2 minutes, mais franchement, c'est fatigant. Et puis l'hôtel, c'est tellement impersonnel et vite petit quand on voyage en famille. Alors, je remercie sincèrement Home Exchange de soutenir le podcast comme ils le font. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'histoire d'expatriation de son fondateur, Emmanuel, dans l'épisode 6 de la saison 1. Et puis, Emmanuel est généreux et il nous gâte car si vous créez un compte Home Exchange, il vous offre 10% avec le code FELP10, F-E-L-P, pour French Expat, le podcast 10. Alors, rendez-vous sur www.homeexchange.com pour préparer vos prochaines vacances. Maintenant, place à l'épisode. Je m'étais dit aussi n'importe quoi qui soit moins bling, tu vois. Pour les enfants, je trouve que c'est un peu... c'est beau, les Émirats, on y vit très bien, mais je voudrais pas y vivre plus que 4 ans. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne-Fleur, la créatrice du podcast. Je vous parle depuis Boston aux États-Unis et aujourd'hui je vous amène en balade au Moyen-Orient. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être une petite souris, vous savez, pour découvrir la vie secrète des diplomates ? Est-ce qu'ils mangent autant de Ferrero Rocher que ça ? Moi, j'étais obligée de la faire. Comment est-ce qu'on peut vivre justement ce statut de femme de diplomate ? Un statut qui est aussi exigeant qu'étincelant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Cécile, qui est aussi connue sous le nom de Desperate Diplowife. Cécile nous parle depuis les Émirats Arabes Unis et nous raconte comment elle, son mari et leurs 2 enfants sont arrivés pour leur tout premier poste diplomatique à Abu Dhabi. Elle nous dévoile les dessous de la vie de diplomate, elle nous parle de ses projets professionnels et personnels, le tout avec énormément d'humour et sans aucune prise de tête. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous présente à la pétillante Cécile Atta. Bonjour Cécile, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Bonjour Anne-Fleur, ça va bien. Je vous parle d'Abu Dhabi. C'est la capitale des Émirats Arabes Unis. C'est le même pays que Dubaï, on l'oublie souvent. Mais Abu Dhabi en est la capitale. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est première chose que j'apprends. Tu vois, ça commence fort. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'habitude quand on a reçu l'affectation qu'on allait avoir, on disait on va à Abu Dhabi. Les gens me regardaient, il y avait un grand blanc. Et ils savaient pas bien si c'était l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin c'est par là quoi. Et je disais mais c'est le même pays que Dubaï, ils avaient du mal à le croire. Mais alors on va revenir un peu sur tout ça en détail avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirais, de ton expatriation. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, me dire donc voilà qui tu es, quel âge tu as, si tu veux bien le dire, aucune obligation, à quoi ressemble ta famille et d'où est-ce que tu viens en Europe. Donc j'ai 37 ans, 36 ans. Par là quoi. Oui, par là. Cette année, elle compte pas vraiment, hein, donc on peut c'est vrai. Je suis francophone de Belgique, je ne suis pas française, de Liège plus exactement. Je suis mariée avec un Belge néerlandophone que j'ai rencontré parce que j'ai travaillé presque 10 ans à Bruxelles. Et voilà. Ah oui, non, je suis maman de... On oublie un peu, c'est un peu important. Je suis maman de 2 petits-enfants, une fille qui a 5 ans et un petit garçon. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est ta première expatriation à Abu Dhabi ? Oui. Donc en fait, nous, ça a toujours été un rêve. Pour nous, on a toujours voulu vivre à l'étranger, comme si l'air était plus léger à l'étranger, on était plus à l'aise,
on avait envie pas seulement de voyager en touriste, mais vraiment de découvrir des choses. Ouais. Mon mari a toujours dit que pour lui, la première expat, c'était de venir vivre en Wallonie. Donc, il a quitté la Flandre. Et il y a quand même, c'est un petit pays, mais c'est deux cultures complètement différentes. Ah ouais, à ce point-là, il y a vraiment des différences? Ouais, vraiment, énorme. Je crois que les francophones sont plus latins et eux sont plus, oui, un peu comme les Allemands, un peu plus directs, travail, tout ça, machin. Et nous, on est un peu plus faire la Ah ouais. fête, un peu plus C'est cool, marrant. quoi. Et donc, on s'entend pas vraiment toujours bien, mais bon, nous, ça va. Vous avez fait la paix. Voilà. Et donc, on s'était dit, comme moi, j'ai de la famille aux États-Unis, on avait toujours dit, ah ouais, on essayerait bien de ce côté-là, mais c'est compliqué, machin. Mais comme on parle français, on pourrait aller au Canada. Et quand on a eu nos enfants, ça a été vraiment la révélation pour moi. Ma fille avait 9 mois quand j'ai pris le métro à Bruxelles 5 minutes avant qu'il explose, en mars Ouais. 2016. Et là, je me suis dit, ouais, non, quoi. J'avais pas envie que ça s'arrête comme ça. Ça a été comme un flash. On s'est dit, ouais, on doit faire quelque chose, on doit se bouger. Et à ce moment-là, un peu, quand les étoiles s'alignent, tu sais, il y a eu le premier concours diplomatique en Belgique depuis très longtemps. Donc, en fait, les diplomates, Alors, c'est pour quoi ça? accéder à la profession de diplomate, tu dois faire une sorte de sélection un peu compliquée qui s'appelle un concours. Et comme il y a que en Belgique, il y a 500 diplomates pour toute la Belgique, ils doivent attendre évidemment qu'il y ait des pensionnés pour refaire un concours. Et donc, ça D'accord. faisait méga longtemps qu'il y avait plus de place. Et mon mari, lui, ça a toujours été son rêve. Mais bon, voilà, on n'en engage pas. Et coup de bol, voilà, ça s'est ouvert. On s'est dit, il va Ah, excellent. s'inscrire. On va regarder un peu tout ce qui se passe en même temps. Mais comme il y avait 10 000 inscrits, on n'y a jamais cru. On s'est un peu inscrit comme ça et on a continué. On a fait un deuxième enfant dans la volée. Oui, c'est un concours qui prend une année. Oui, ça a pris une année parce qu'il y a 12 étapes. Et donc à chaque fois, ça se resserrait. À chaque fois, il passait. On se disait, mais ah ouais, mais en fait, Et en fait, si ça se trouve, ça va marcher. c'est ça. Si ça se trouve, on va y arriver. Et les deux dernières étapes, on s'est dit, ouais, bon, maintenant, ça peut-être temps de le dire aux gens qu'on connaît que on va peut-être partir. Et voilà, coup de bol, il a beaucoup bossé, il a été sélectionné. Et le système en Belgique, si tu veux, tu commences par une année de stage à Bruxelles aux affaires étrangères pour savoir un peu tous les services, comment ça fonctionne. Et puis, tu es envoyé pour ton premier poste à l'étranger. Ah ouais, d'accord, ça va, c'est assez vite quand même. Hein. Oui, il faut être préparé, quoi. C'est vraiment. Mais il était dans la politique ou Non, dans... il a fait des études de sciences politiques, mais D'accord. on travaillait ensemble en fait dans un service international d'un ministère de santé publique, donc vraiment rien à voir. D'accord. Oui, c'est vraiment il a changé, il aimait bien ça, mais il continuait à lire des trucs de politique internationale, c'est son domaine. Et donc voilà. Et donc si tu veux le système belge, tu fais 2 postes à l'étranger, 2 fois 4 ans à l'étranger, et puis tu dois revenir 3 ans en Belgique pour être un Ah, peu connecté encore avec le pays, pour pas ouais. voilà, pour savoir de quoi tu parles. Et donc voilà, on a reçu une liste. Donc à la fin de son stage, de son année de stage, on a reçu une liste. Ça se passe comment? En fait, normalement, une centaine de diplomates sont dans le mouvement chaque année pendant l'été. Il y a une liste qui sort avec les 100 postes disponibles et tu postules. Toi, tu fais ta liste entre 5 et 8 choix. Tu te bats un peu pour, mais normalement, tu as plus ou moins ce que tu veux. Maintenant, il y a aussi des postes dont personne ne veut et il faut bien que quelqu'un y aille. Ouais. Et Donc tu sais, inversement, des postes qui sont très demandés aussi, j'imagine. exactement. Et donc, nous, comme c'était la première année qu'ils étaient stagiaires, on a eu ce que j'appelle la liste des restes. Donc voilà, c'était pas méga glamour, mais nous, ça nous convenait parce que tout ce qu'on voulait, on s'était dit, on veut pas l'Europe, on veut partir loin. On veut un truc où quand même niveau santé ça va parce que mes 2 enfants avaient quand ils étaient petits des allergies aux protéines de lait de vache. Et moi j'ai de l'endométriose, donc on doit avoir un suivi assez poussé. Et donc on s'est dit voilà, il faut juste un pays sûr, bien pour les enfants. Voilà. Donc on a rentré notre liste. On avait mis Abu Dhabi en premier, puis Séoul, Washington, Brasilia et Atlanta.
D'accord. Et on a attendu. Et puis à un moment donné, tu as le coup de fil le plus important de ta vie qui te dit voilà, vous avez nous on a eu du bol, on a eu Abu Dhabi, on a ce qu'on a voulu. D'accord. Donc voilà, c'était un peu la fête. Mais alors c'est un peu le trick du système belge. On était censé partir le 26 septembre, on venait emballer nos affaires le 18. Mais il avait encore un examen à réussir qui passait le 12. Et si tu ne réussissais pas, tu ne partais pas. Donc moi Ah ouais. j'avais Quel type d'examen, du coup? mais un truc un oral super compliqué, surtout où il devait étudier, on avait regardé, il y avait 1500 pages à étudier, c'était de la folie. Et il y avait des gens qui avaient Ah raté oui, ça l'année déconne pas, d'avant. hein. Donc on savait que c'était possible de rater Ouais. sauf que moi j'avais déjà donné ma démission, j'avais vendu ma voiture, on avait loué la maison, on avait résigné les places de crèche et d'école pour les enfants. Enfin, tu vois, un départ, ça se prépare plus que 10 jours à l'avance. Donc c'était aucune pression, mais faut réussir, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il a réussi. On a pu partir. Mais Génial. c'était un peu Du premier stressant coup, du jusqu'au coup, bout. génial. Oui, oui, du premier coup, on a emballé, enfin, c'est ça c'est un peu le côté positif du système diplomatique. C'est pas moi qui m'occupe de quoi que ce soit. Donc, c'est eux qui gèrent la firme qui vient, qui emballe, c'est eux qui gèrent le container qui part, tout ça. Il y a plein de trucs, il y a plein de côtés, d'aspects un peu parachute doré, où ils s'occupent de choses pour toi. Maintenant, il y a aussi des côtés négatifs, c'est autre chose. Mais donc, quand t'as des enfants, c'est aussi super Mhm. pratique parce que je savais qu'on avait une assurance, que je devais pas me tracasser des papiers, de machin, tout était bien encadré. Ok. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, donc avant ton arrivée, avant tout ça, est-ce que tu saurais expliquer d'où vient cet attrait pour toi personnellement, en fait, pour la vie à l'étranger? Donc j'ai compris qu'il y a eu aussi un peu un wake-up call quand tu es devenue maman avec donc ce terrible attentat qu'il y a eu dans le métro à Bruxelles. Mais est-ce que je sais pas, t'as grandi toi en voyageant beaucoup à l'étranger? Est-ce que, enfin, c'est quelque chose que tu as cultivé en grandissant? Comment ça s'est passé? Oui, je pense que donc mon grand-père vivait en Afrique et Ouais. et d'un côté j'avais ça et de l'autre côté la sœur de ma grand-mère a épousé un militaire américain après la guerre et a été vivre Ah aux ouais. États-Unis. Donc j'ai toute cette famille un peu éloignée, mais on est proches parce qu'on se voyait chaque année. Mhm. Et puis j'ai vécu avec ces histoires de mon grand-père un peu tu vois le genre d'histoire qu'on te raconte quand tu vas dormir, c'est toujours rocambolesque, Ouais. exagéré, ça a l'air complètement passionnant. Bah Et c'était ouais. pareil les États-Unis, ma grand-mère à chaque fois qu'elle y allait, enfin ma grand-mère elle vendait des légumes en Belgique dans un camion. Donc quand elle partait à Los Angeles, c'était extraordinaire pour elle. Et donc j'ai eu toujours cette image à l'étranger de c'est le rêve, peu importe où tu vas, ce sera le Ouais. rêve, ce sera Une vie l'aventure. extraordinaire. Voilà. Ouais. Et j'ai avec ma famille et mes amis, souvent je me sentais un peu en décalage parce que le Belge aime construire. On dit que le Belge a une brique dans le ventre et tout ce qu'ils voulaient Ah tous, ouais? c'était construire une. Oui, oui, on dit ça. Ils voulaient Excellent. construire une maison dans leur village et c'était leur rêve et tout. Et moi, j'ai jamais eu ça. Enfin, la maison, le matériel ne m'a jamais attiré du tout. J'ai toujours voulu D'accord. partir. Et c'est pas contre les gens, c'était pour moi. C'est parce que j'avais l'impression que vis-à-vis de l'adversité, il y a une sorte d'adrénaline qui se crée, que moi j'aime bien. C'est mon truc, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'ai eu du bol parce que mon mari est pareil. Parce que voilà, si tu rencontres quelqu'un qui veut pas partir, ça doit être Oui, c'est clair. T'aurais été malheureuse. voilà. Donc voilà. D'accord, ok, très bien. Donc, ok. Alors pour revenir, donc du coup, ça y est, le concours a été passé. Vous vous apprêtez donc à partir. Ça te fait quand même un changement de vie hyper important puisque tu pars. Quand on préparait l'épisode, tu me parlais d'un job dont tu n'étais pas forcément particulièrement fan, mais qui te consumait et que enfin voilà, auquel tu donnais un peu tout ton temps et toute ton énergie. À un autre boulot tout aussi important qui était le boulot d'une femme de diplomate qui reste à la maison, quoi, donc femme au foyer avec les enfants. Comment est-ce que tu as géré cette transition? Ça doit être enfin tu Oui, passes d'un monde à l'autre, quoi. ouais, ouais, c'est vraiment, c'est compliqué, mais dans le sens, il y a plein d'émotions partagées. Donc d'abord, Ouais. oui, comme tu dis, moi, j'étais économiste et j'avais un super bon job qui rapportait bien et tout, mais que j'aimais pas.
c'était vraiment pas ma passion. Je m'y traînais vraiment. Et en plus, c'était à Bruxelles, donc on se tapait 3 heures de trajet par jour. Je déposais mes enfants, c'était les Waouh. premiers à la garderie le matin, c'était les derniers à la crèche le soir. Je les voyais Ouais. 1 heure et puis ils s'endormaient. J'avais l'impression que je passais à côté de plein de choses Ouais. et que j'étais au bout. J'étais vraiment fatiguée, j'étais au bout. Euh, J'avais envie je me suis dit c'est pas possible, c'est pas la vie ça. Tu peux pas faire des enfants pour. Et la femme de la crèche un jour me l'a dit, elle m'a dit oui, on fait pas des enfants pour pas s'en occuper, madame. Et je l'ai pris super mal, mais en même temps, oui. C'est vachement dur de te dire un truc pareil. Oui, oui, il y a des gens un peu, voilà. Tu sais, il y a des gens qui disent tout ce qu'ils pensent. Ouais. Mais donc, je me suis dit, ouais, c'est vrai, finalement, les enfants s'attachaient aux femmes de la garderie de l'école parce qu'ils les voyaient beaucoup plus que moi, quoi. Et j'avais envie de faire autre chose. Et comme j'étais pas accrochée à mon boulot, je me suis dit, ouais, vas-y, on y va, quoi. Maintenant, Ouais. j'ai plein d'amis qui m'ont dit, oh, on te connaissait pas aussi suiveuse. Mais moi, dans ma tête, c'est pas du tout suivre. C'est vraiment, on est Mhm. parti pour un job à 2, si tu veux. Ouais. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères le voit vraiment comme ça. Donc, on a eu, avant de partir, j'ai eu une formation partenaire de diplomate. C'est un peu, ça a été complètement une semaine hallucinante. Donc, tu rentres et le premier matin, il y a un colonel dans son uniforme qui arrive et qui commence à t'expliquer avec un PowerPoint qu'est-ce que tu dois faire si tu te fais agresser à la machette, au couteau, à la Kalachnikov. Comment Comment tu tu peux te dois... préparer à ça? Ah oui, non, Ouais. comment tu réagis quand on carjack ta voiture, tes enfants, machin. Et puis l'après-midi, j'ai eu une petite madame bon chic bon genre avec son foulard Hermès qui t'explique comment tu mets la table, comment tu fais un centre de table avec des fleurs et quel vin tu fais avec quel fromage. Donc en gros, tu deviens Lara Croft, femme d'ambassadeur, c'est ça? Et donc je me suis dit à la fin de la journée, je me suis dit c'est hallucinant mais c'est génial. Enfin c'est vraiment complètement ça couvre tellement d'aspects ce C'est métier. clair, c'est un spectre hallucinant, ouais. Voilà, et c'est méconnu du public. Les gens savent un peu, enfin tu vois, ils entendent ambassadeur, ils s'imaginent le vieux petit gros qui boit du champagne, c'est tout quoi. Enfin, tu vois, ils savent pas trop qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et j'étais curieuse de voir, ouais, lui c'est son truc, diplomate, il sait ce que c'est, il aime bien, ok. Et moi, femme de, on va apprendre quoi. Ouais, bien On sûr. part de zéro, on recommence, on apprend. Et je me suis dit, je vais pouvoir au début aussi m'occuper de mes enfants un peu plus et aussi apprendre des choses que je connais pas. Ok, c'est génial et non, c'est super intéressant. Et alors donc du coup, le grand jour arrive, on prend l'avion, Oui. direction Abu Dhabi. Comment se passe ton arrivée? Et peut-être même d'ailleurs, avant de rentrer dans cette réponse, comment est-ce que tu t'es préparé toi personnellement du coup à cette nouvelle vie, à ce nouveau pays? Comment est-ce que tu as préparé les enfants? Si vous avez eu le temps de les préparer? Quand on est parti, mon fils avait 1 an, donc oui, il captait pas. Ma Ouais, fille avait 3 ans. On ouais, c'est petit essayait de la encore. préparer, voilà. Et elle était assez, elle est toujours assez ok pour le changement, donc il y a pas trop de soucis. Mais moi, évidemment, avant même, quand on a fait la liste des destinations, en fait, je m'étais quand même un peu préparée. J'avais regardé quel genre de pays c'était, tu vois, parce que c'est un pays musulman aussi. Il y avait tout mon entourage était Mhm. complètement halluciné. On me disait oui, mais tu vas devoir te voiler, tu pourras pas conduire, etc. Et j'étais là, mais non, c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas la même chose. Ouais, Enfin, c'est un autre ouais. pays, tu vois, c'est Dubaï. Je sais pas si vous avez vu Nabila habite à Dubaï. Elle est loin, loin d'être vêtue, vraiment. Donc, C'est clair. donc voilà. Mais moi, j'y allais vraiment très, très ouverte sur le pays et aussi pour apprendre un peu. Parce que l'image qu'on a des musulmans en Belgique n'est pas très belle, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, je vais aller au Moyen-Orient pour apprendre un peu plus de choses concrètement sur ça aussi, Mhm. Bien sûr. sur les gens de cette religion. Oui, on est parti. D'abord, on a campé dans la maison parce qu'on on a envoyé notre conteneur 1 semaine avant de partir. Comme en théorie, ça mettait 4 semaines pour arriver là-bas. On s'est dit, ouais, Même pas peur? voilà, même pas peur, on va vivre par terre avec 2 enfants. Enfin, tu vois, la vie glamour des diplomates. Les gens, ils imaginent des trucs. Eh ben, c'est pas ça. Mais c'est bien, tu nous fais un peu les coulisses là, c'est bien. Ah oui, non, non. Donc on a vécu par terre. Les enfants adoraient. Attention, eux, c'était la meilleure semaine de leur vie. Euh,
Et puis on est parti, on est arrivé ici. Et le truc, c'est que dans ce pays, il n'y a pas d'Airbnb. Et donc au début, avant de trouver un logement, on a droit à choisir notre maison. Oui, j'ai D'accord. oublié de dire ça. Donc Ouais, il n'y a pas une maison de poste consulaire ou... Non, en fait, il y a une maison. Quand t'es ambassadeur, il y a la résidence. Là, t'as pas le choix. Mais pour toutes les petites mains comme nous, en gros, tu peux choisir. D'accord. Mais donc, avant de choisir de louer ta maison, bah t'as, je veux dire, 2-3 semaines de blanc où tu dois aller à l'hôtel. Mais vu que les prix ici sont hallucinants et les hôtels sont tellement chers que avec ce que le ministère pouvait payer, on était mais dans un truc. Ah ouais. Ouais. Tu vois, je me rappelle, mon fils, il rampait toujours, il avait les genoux tout noirs, en fait, tu vois. Oh, c'est pas vrai. L'envers du décor, quoi. Ah ouais, non, c'était les premières semaines, il fallait être accroché, quoi. C'est vraiment... Ouais. Et en plus, t'arrives, le mari, bye bye, hop, il va bosser. Et toi, t'es là... Ah ouais, t'as pas de transition et tu te retrouves dans un pays que tu connais pas, une langue que tu parles pas forcément. C'est ça. Donc, enfin oui, j'étais la vie à l'hôtel, complètement la cata. Enfin, heureusement... ma fille a tout de suite commencé l'école, donc ça a permis de structurer un peu les journées. Mais donc le truc, c'est que je m'étais dit dans ma tête, c'est pas grave, c'est pour 3 semaines, tu tiens à 3 semaines et puis on choisit notre maison. Ouais, tu t'es pas dit, oh là là, mais dans quoi on s'est embarqué? Enfin, t'as jamais douté, on dirait, en fait. Ah non, j'ai jamais regretté parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours été plus heureuse ici. Est-ce que c'est le soleil? Évidemment, on est parti quand ça commençait à faire vraiment moche en Belgique et ici c'est la belle saison, donc est-ce que c'est ça, j'en sais rien. Ouais. Mais même le truc au bout de 3 semaines, donc on avait un tracker sur le container avec nos affaires. C'est un container diplomatique, donc il y a un scellé, personne ne peut l'ouvrir. Et donc, tu sais, tu disais tous les soirs, on regardait, il avance un peu, il avance, nanana. Et au bout de 3 semaines, il était censé être là. À un moment donné, on n'avait plus de nouvelles. Donc on se dit, ok, on va lui laisser une semaine. Mais ça commençait à travailler parce que pendant les présentations pour les femmes de diplomates, le gars de la société de déménagement m'avait dit, madame, écoutez, je vais vous le dire cash, chaque année on perd des containers, parfois c'est con, ils tombent dans l'eau, on sait rien récupérer. Donc, ouais. Ouais, non, le gars, c'est-à-dire que genre t'as toute ta vie dans le conteneur quand même. Enfin, généralement. C'est ça. Oh, il me dit, oui, mais la semaine dernière, encore bêtement, le conteneur est tombé entre le bateau et le port, on n'a rien récupéré. Et j'étais un peu ok. Et donc, cette semaine a été un peu difficile où je me suis dit, bon, on ne sait pas où sont nos affaires, nanana. Et puis, au bout de 4 semaines, mon mari me dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai réussi à localiser le container, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est vide. Comment ça? Et je dis, comment ça, il est vide? Surtout si c'est scellé. Nos affaires. Ouais, bien sûr. C'est pas possible. Et donc il dit, oui, je téléphone pour voir où sont nos affaires. Et donc t'as ce moment où tu te dis, bon, ok, peut-être on a perdu, on a une assurance, tu commences à calculer, ok, oui. Et puis alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est que le container est arrivé au port, ils ont ouvert le scellé diplomatique, et ils se sont rendus compte, merde, on pouvait pas l'ouvrir. Et donc, ils osaient pas le dire. Et donc, ils ont caché nos affaires dans un truc pendant 2 semaines, et ils juste parce que c'était un gars qui savait pas que le truc orange, ils ont fait une connerie et qu'ils assumaient pas, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, à un moment donné, on m'a regardé, il a dit, écoutez, c'est pas grave. Si vous avez fait une connerie, dites-le nous. On veut juste nos affaires. Donc, ils nous ont rendu nos affaires. Au bout de 6 semaines, donc on est resté 6 semaines dans cet hôtel atroce, pourri. C'était même pas comme j'étais contente d'arriver dans cette maison. Et j'arrive, je rentre à la maison. Et à ce moment-là, t'as un camion, enfin une sorte de remorque ouverte qui t'amène tes affaires. Ils ont roulé 1h30 dans le désert par 45 degrés avec les caisses ouvertes. Donc tout est... Tout était plein de sable, la moitié des choses avaient fondu, cassé. Et donc, ils déposent les 265 boîtes. Je me souviendrai toute ma vie. Ils ont déposé les 265 boîtes. Mon mari a signé, OK, il y a bien 265 boîtes. Il est parti travailler. Et moi, j'étais là, bon. À nous deux, il y a plus qu'à.
Oui, puis du coup, comme t'es à l'autre bout du monde, t'as pas les copains, la famille que tu peux appeler, les gars, vous pouvez pas venir nous donner un petit coup de main. T'as personne et t'as un petit bout d'un an qui rampe partout et que t'essayes de bloquer avec des caisses dans un coin. Ouais, qu'il aille pas manger les trucs moitié cassés. C'est ça, et les gens étaient complètement hallucinés. Ils étaient là, oui, mais t'as une maison avec une piscine, il fait beau, t'as de la chance et tout. Moi, j'étais en train de vider les caisses, ça a été le pire mois. Ça a été le pire mois, je pense. Mais voilà, une fois qu'on a été installé, ça a été top. C'était top. Ouais. Donc, mais maintenant, on en rit. On en rit avec le temps, petit à petit. Bah ouais, tu m'étonnes. D'accord. Alors, c'était il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes installé là-bas? Ça fait 2 ans. Donc en septembre, ça fera 2 ans qu'on est parti. Et donc la première année, j'étais très organiser les choses, faire les enfants, les machins, les trucs. Et à la fin de la première année, vers juin, je me rappelle, j'ai une copine qui m'a téléphoné et qui m'a dit bon, il serait peut-être temps d'activer ton cerveau. Il faudrait que tu fasses quelque chose d'autre, juste Une copine locale ou une copine en Belgique? Non, une copine en Belgique, mais les néerlandophones sont beaucoup plus cash que les francophones. C'est génial. Donc, mais elle avait totalement raison. Il fallait que je me trouve aussi quelque chose à moi, même si le boulot de femme de diplomate, c'est aussi c'est un boulot, comme tu dis. On doit aller à des trucs, on doit faire des trucs, voilà. Je voulais un truc un peu à moi, tu vois. Ouais. Et comme j'aime bien écrire, j'avais déjà écrit quelques trucs et ça passait bien, les gens aimaient bien. Je me suis dit bon. Voilà, je vais ouvrir un blog et j'ai créé ce personnage sur Instagram de Desperate Diplowife qui est un peu deuxième degré. C'était vraiment 2 buts. D'un côté, c'était pour justifier ce qu'on faisait et un peu présenter ça à ma famille et mes amis. Et d'un autre côté, c'était pour tuer des mythes. Le mythe, les clichés, c'est clair. Les clichés, le diplomate, tu sais, qui fait rien, qui boit, qui mange. Voilà, c'est pas vraiment la vie qu'on a. Au final, c'est des expats un peu normaux, sauf que je peux pas vraiment tisser des relations avec les Belges à l'étranger. Mais bon, voilà, j'ai créé ça et ça a bien fonctionné et ça m'a bien occupée. Suite à ça, j'ai commencé aussi à refaire de la photographie. J'ai pris des cours de photographie. Et juste avant ici que tout s'arrête avec le Covid, je faisais des séances photo famille parce que ça c'est assez portatif, c'est créatif, c'est un truc un peu différent de ce que je faisais. Ah donc tu faisais ça même en tant que job, tu veux dire? Oui. Ah d'accord, je savais pas. Tu vois, sur le côté mais le truc c'est que quand je suis arrivée ici, c'est un petit milieu, les ambassades et tout ça, j'ai eu des offres d'emploi en tant qu'économiste. Et je me suis posé la question, tu vois, est-ce que je veux me remettre à ça et la réponse était non, direct. J'avais pas envie de me relancer là-dedans. Je voulais, c'est un peu une chance que j'ai de pas être obligée de travailler. Oui, bien sûr. On peut se le permettre, voilà. Donc pourquoi pas essayer de faire un truc que j'aime vraiment bien. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc je suis ici. Nous, on n'a pas de visa, tu vois. Comme toi, t'as un visa. Aux États-Unis, nous, on n'a pas un visa, on a une carte diplomatique. Ce qui fait que moi, en théorie, je peux pas travailler. Il y a plein de pays du monde où les femmes peuvent pas travailler, sauf si on révoque notre immunité diplomatique. D'accord. Chose que je vais pas faire dans ce pays-ci. Mais voilà. Donc, et c'est logique parce que, tu vois, par exemple, si j'étais engagée dans une banque, je pourrais, en théorie, voler de l'argent sans qu'ils puissent m'amener devant le juge puisque j'ai oui, si t'es impunissable, ouais, je comprends. Voilà. Donc ce qui fait que c'est l'emploi des partenaires de diplomates en général est quelque chose de vraiment compliqué puisque tous les 3-4 ans on doit bouger, on peut pas toujours travailler dans le pays où on va, donc ça peut être frustrant et l'idée c'est vraiment de développer une carrière portable, un truc que voilà dans 3 ans je peux prendre avec moi et ça que je me suis dit, quelque chose où tu vas pas développer de frustration si tu dois faire tes valises et repartir. Voilà, et que tu puisses recommencer continuer à zéro, un peu partout, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais bien te poser une question. Tu me disais que finalement, tu t'es rapidement développé un réseau local hors réseau ambassade, consulat, diplomatique. Comment t'as fait? Et parce que en fait, il y a beaucoup d'expats, enfin généralement dans ces pays, donc aux Émirats. Est-ce que c'est ces réseaux-là auxquels t'as réussi à avoir accès et comment est-ce que on tisse avec la population locale? Ça c'est le problème. Donc les Émirats, c'est 90% d'expats. Donc il y a très peu d'Émirats. Oh, c'est énorme. Ouais. Ok. Ah oui non, c'est complètement. Mais c'est ce qui fait aussi le pays
quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression, tu vois, l'attraction It's a Small World à Disneyland. C'est ça. Donc moi, j'ai été dans ma rue, j'ai un Suédois, une Portugaise, une Australienne. C'est vraiment, oui, un peu. T'as un peu de tout ici, et donc la ville, le pays est fait pour plaire à tout le monde aussi. C'est très neutre, c'est très américain. D'accord. Donc c'est vraiment le modèle américain. T'as toutes les chaînes américaines, machin. C'est très confortable pour ça. Mais et donc chaque nationalité se rassemble un peu. Donc t'as accueil pour tous les Français, les Belges sont ensemble, les Espagnols sont ensemble, etc. Et t'as le cercle diplomatique. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis assez sociable. J'aime bien parler avec un chien, avec un chapeau. Donc en gros, à l'école, l'école, ça a déjà fait un grand truc. Le fait d'aller, moi je mets pas mes enfants dans le bus, j'aime pas, j'ai que ça à faire, donc je vais les conduire le matin, je vais les rechercher le soir, entre guillemets. L'école française s'arrête à 13h ici. Ah oui, d'accord, mais même si tu avais un boulot, c'est quand même pas facile à gérer, du coup. Exactement, je ne sais pas comment c'est, mais c'est un peu le pays de la femme au foyer, entre guillemets. D'accord. En général, les femmes sont là pour ça. Donc oui, donc moi j'allais à 13h, et tu papotes très vite avec les gens, et l'école française n'est pas il y a pas que des Français. J'étais choquée, Agnès, quand ma fille a commencé, dans sa classe sur 26 élèves, il y avait 3 francophones. Donc très vite, en fait, elle a appris l'anglais parce que ses copains sont américaines, canadiennes, voilà. Les gens mettent leurs enfants à l'école française parce que ça fait bien de parler français, que voilà, ils se disent oh pourquoi pas, voilà. Mais donc voilà, via ça, via oui les compounds, les associations, il y a franchement ici, vu que très souvent les femmes ne travaillent pas, il y a énormément de clubs et d'activités, de rencontres. Tu rencontres tout le temps des gens. Donc ça pour ça c'est assez facile. Oui, t'as le choix. T'as le choix de créer un réseau, mais c'est ça qui est bien aussi parce que c'est aussi mon job, puisque on doit avoir de l'information sur le pays en général. Mon job, c'est aussi de tisser des réseaux ici, quoi. D'accord. Alors, justement, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'espère que tu le prendras pas mal, mais être femme de, c'est comme tu dis, c'est un job, c'est presque être la first lady belge à Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Enfin, tu vois, c'est quand même un monde qu'on connaît quand même assez peu. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton job, à part bien sûr les enfants, du coup, comme tu l'expliquais, et tisser donc ces réseaux? Donc je peux t'expliquer ce que du côté belge en tout cas on essaye de mettre en avant parce que chaque pays est différent et c'est aussi en fonction de ton propre caractère. On va jamais te pousser, mais il y a rien à faire. Ça marche mieux si on est une équipe, surtout dans un pays comme ici qui est un pays très familial. Donc ce qui se passe c'est que Marie la journée fait sa journée de travail à l'ambassade et le soir il y a des événements, des choses où on doit être. Évidemment, c'était avant le Covid. Maintenant, je suis un peu coolos, il n'y a plus rien. Mais enfin bon, avant Covid, on a facilement 10 événements par semaine. Après, tu choisis à quoi tu vas, en fonction de ce qui est politiquement correct, ce qu'il vaut mieux faire, etc. Et il y a rien à faire. Tu dois un peu, oui, tu parles. C'est un drôle de métier. Tu parles. Tu essayes de rencontrer des gens qui seraient utiles. Donc, nos clients principaux, ce sont les Belges qui sont dans le pays. Donc il faut aussi les aider. Ceux qui ont des entreprises ici, ils veulent faire des contrats, ils veulent avoir des plateformes pour s'exprimer, etc. Donc tu essayes de faire le lien simplement. Et aussi en même temps, quand tu rencontres, j'allais dire des locaux. Ici c'est rare qu'on rencontre des locaux, mais des autres gens avec du potentiel. Tu vends la Belgique, tu vends ce que nous on fait, les produits qu'on fait, nos grandes entreprises. Au-delà de la bière et du chocolat, que ça je veux bien vendre sans souci, il y a aussi des autres trucs. Bien sûr. Et donc voilà, notre boulot c'est un peu on est des facilitateurs, on fait parce que il y a des choses que les femmes que les partenaires, j'essaye de dire, de pas dire femmes, même si on est, je veux dire à 80%. Ouais, qu'on soit pas dans le cliché, t'as raison. Tu as tout à fait raison. Non. Mais nous on peut se permettre d'être plus libre. D'aller prendre un café avec certaines personnes que tu vois si le diplomate directement y va c'est étiqueté ambassade tout ça. Nous c'est un peu plus soft quoi, t'as une approche
D'accord. plus douce et voilà. Donc c'est ça qu'au début j'avais un peu peur aussi pour le blog. Je me suis dit, je vais demander, est-ce que je peux le faire, tu vois? Ouais, Est-ce que bien je sûr. peux, parce que parfois je pique un peu dans le gras. J'explique aussi tous les côtés pas glamour de notre métier. Et donc mon mari m'avait dit, oh écoute, fais-le, on verra bien. Et un mois après avoir fait le blog, j'ai reçu un email du ministère des Affaires étrangères. Et je me dis, Ah, oh, donc ils l'ont trouvé, quoi. Bien ouais. Et il référencé me pour le coup, bravo. ah oui, non, mais mon mari m'avait dit, c'est une petite famille, tout se sait, ils vont le savoir. Et moi, j'ai D'accord. pensé, j'ai dit, ouais, c'est ça, laisse tomber. Non, ils l'ont su direct. Et en fait, c'était positif parce que c'était un email qui disait, voilà, on fait une newsletter, on a vu que tu sais écrire, est-ce que tu veux écrire un truc pour nous, machin. J'ai dit, Ah, ok. génial. Et donc, oui, ça a commencé comme ça. Et donc, suite à ce blog et cet Instagram, j'ai réussi à créer cette petite communauté de partenaires de diplomates et de ce qu'on appelle en général, tu sais, les trailing spouses. J'aime pas ce mot-là, mais Trailing spouse, ok. oui, c'est en gros quand tu suis ton Mhm, partenaire qui lui a un mhm. job à l'étranger. D'accord. On est souvent mal vu et tout ça, donc j'ai créé cette petite communauté-là et moi ça m'a aidé. Ça m'a aidé vraiment dans les moments difficiles de voir, ah oui, les autres vivent la même chose. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas créer ça, un truc un peu plus gros. Et à un moment donné, je cherchais, je voulais un truc simple, machin. Donc j'ai fait bêtement un groupe Facebook pour les partenaires de diplomates. Qui est récent Euh, d'ailleurs, non? J'avais vu ça ouais, sur. c'est ça. Donc c'est cette année au mois de mai, Ok. parce qu'avec le Covid en plus, on n'a plus les événements pour se rencontrer. Je me dis, ah Ouais, les c'est gens vrai. qui bougent ce mouvement, ça doit être méga compliqué. T'arrives dans un nouveau pays, tu rencontres personne, ça doit être Claire. complètement déprimant. Et donc je le fais en me disant ça marchera pas. Et mon mari m'avait dit ouais c'est bien, les gens ne peuvent pas associer leur Facebook, on peut pas vraiment dire qui on est dans tous les posts, Mhm, tu vois, parce que tu peux être mhm. une cible. Ça marchera pas, ça marchera pas. Ok, on est presque 5000. C'est dingue. Comment il s'appelle le groupe si jamais il y a des partenaires C'est de... le Diplomatic Spouse Association Worldwide. Génial. Bravo. Oui, donc ça, oui, merci. Mais je ne sais pas, donc ça a complètement explosé. Tout le monde a aimé l'idée. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça, je vois que ça aide des gens. Tu vois, il y a des gens qui postent, Ouais. je pars cet été à Genève, je connais personne, nanana. Et alors il y a des gens qui donnent leur numéro, vas-y, on va se voir, on va prendre un café. Enfin, C'est dingue. Les gens c'est, sont vachement solidaires, quoi. oui, oui. Mais alors j'ai aussi vu une autre couche de ce milieu, qui est, donc j'ai reçu quelques emails de femmes, je veux dire, matures, d'expérience Mhm. qui me demande un peu, oui, mais qui est votre mari, de quel droit est-ce que vous faites une association comme ça Parce que c'est un milieu très codé, en fait, c'est La très police des femmes de diplomates. hiérarchisé. Voilà, Ouais, et donc d'accord. avant, c'était les femmes d'ambassadeurs qui faisaient ça. Mais ça Hmm. n'existe pas au niveau mondial, mais ça existe par exemple ici à Abu Dhabi, je sais qu'il y a une association des femmes d'ambassadeurs, mais D'accord. enfin, t'as un peu l'impression que nous, parce que notre mari est pas ambassadeur, ben on peut se débrouiller, quoi. Ouais. Ouais, bah Et c'est je bien, sais t'as pas. rétabli un peu, t'es un peu la justicière de ce monde-là. C'était l'idée, c'est aussi, enfin voilà, on est tous dans la merde, et je trouve ça tellement sympa maintenant que je connais d'autres partenaires de diplomates. Quand on voit un événement diplomatique, je traîne plus les pieds parce que je sais que je vais voir des gens que je connais. On va boire un coup ensemble et même si on va bosser sur le côté, ça va quand même être sympa. Tu Ouais, vois, bien sûr. donc voilà, ça D'accord. s'est un peu enchaîné et ça a fait que j'ai eu une certaine visibilité dans notre ministère pour des entre guillemets petits jeunes qui viennent Mhm. de commencer ce métier, quoi. Et donc c'est en ça que ça aide aussi mon mari, je pense, parce qu'il y a des gens maintenant qui... C'était marrant parce qu'au début, je lui disais, mon but, quand je fais le blog de Desperate Diplo Wives, c'est qu'un jour, quelqu'un vienne te trouver et te dire, attends, t'es le mari de Desperate Diplo Wives, parce que, tu sais, on est C'est sur les clair. femmes d'eux. Et ça lui arrivait, tu vois. Il y a des C'est gens vrai, qui lui ont c'est envoyé des génial. messages, ouais. Ouais, c'est Il y énorme. a des Ah, gens qui lui j'adore. envoient des messages, mais attends, t'es le mari de la fille qui a un blog là et tout. Et c'est bien, c'est génial d'inverser la tendance comme ça, j'adore. Ouais, c'était comique, quoi. Donc voilà, être femme de, souvent, c'est péjoratif. Mais au final, ça dépend comment toi tu le vois, comment toi tu Bien le sûr, vis. c'est Et clair. si ça te plaît pas, bah rien ne t'empêche d'essayer de travailler et de faire ton Ouais, truc à toi. Moi, ça me va. Je me plains ouais, pas. Et le jour où ça me va plus, je, tu je sais que changeras c'est quoi. dur quand les enfants sont ados ou quoi, et que t'as moins à faire, tu vois. Mhm. Alors là, tu changes. Voilà, tu changes. On a l'avantage qu'on change en plus de ville. Tous les 3-4 ans, on peut se Ouais, réinventer. c'est sûr. Donc moi, je me prends pas la tête sur le futur.
je laisse aller, mais aussi parce que j'ai pu faire une pause carrière dans mon boulot à Bruxelles, parce que dans 6 ans maintenant, on doit retourner à Bruxelles, hélas. Et j'aurai toujours mon boulot un peu embêtant qui m'attend. Ouais, non, mais donc c'est un bon backup, c'est super, d'accord. Oui, au cas où, voilà. Mais alors, justement, au cas où, parce que tu t'es quand même redécouverte ou découverte, je sais pas, cette grande passion aussi pour l'écriture. Donc tu parles de ton blog et tu me parlais aussi peut-être d'un livre. Oui, c'est l'idée un peu au bout. Enfin, je m'étais dit, c'est comme ça que le nom est venu. Je me dis, si j'arrivais à me mettre à écrire un livre, je l'appellerais Desperate Diplo Wife. Et puis voilà. En français, en anglais, du coup? À la base, au début, j'écrivais en français, et puis pour que ton audience soit plus grande, tu dois écrire en anglais, mais c'est pas ma langue maternelle, donc j'essaye de faire. De toute façon, mon mari relit pour une question de voir si je ne dis pas trop de conneries. Tu vois. Il me censure, non, il me censure pas vraiment, mais bon, il fait attention à ce que je dis. Ouais, s'assurer que t'auras pas de soucis, bien sûr. Ouais, en général, moi, je parle sans trop réfléchir. Donc moi, la diplomatie, autant lui, il est diplomate, c'est dans ses veines. Moi, je n'ai aucune diplomatie dans mon corps. C'est vraiment, je dis ce que je pense. Quand je le pense et je me dis merde, j'aurais pas dû le dire, tu vois. Donc maintenant, oui, peut-être un livre, mais je me dis de toute façon, si j'écris un livre, c'est à la fin d'Abu Dhabi. Pour moi, c'est un chapitre. Enfin, c'est oui, ça en soi, ça vaut un livre. Donc voilà, on verra un jour. Qui sait. Génial. Écoute, tu nous tiendras au courant un peu de ce qui ressort de tout ça. Du coup, donc là, ça fait 2 ans que vous êtes à Abu Dhabi. Il vous reste donc 2 ans à Abu Dhabi avant le prochain poste. Est-ce que c'est possible qu'on vous laisse pour 4 ans de plus, du coup, après ce premier poste, encore aux Émirats, enfin, à Abu Dhabi, ou est-ce que c'est forcément, ça va forcément être ailleurs? Non, ça doit forcément être ailleurs. Donc 4 ans, c'est vraiment le maximum. D'accord. Si t'es aussi dans un poste, si t'as un poste difficile en Afrique ou certains postes vraiment où le RTUP est élevé, c'est même moins que 4 ans, c'est 2-3 ans. D'accord. 4 ans, c'est le top max. Et nous, on était là aussi, en théorie, pour l'Expo 2020 à Dubaï, qui est reporté à 2021. S'il y a, on verra bien. La World Expo, là, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. C'est reporté à l'année prochaine, mais voilà, nous, l'année prochaine, donc normalement, vers Noël, on aura la liste. On devra repostuler, c'est rebelote, on ira ailleurs. Et puis après, pas le choix, Bruxelles, 3 ans. T'as une idée déjà de là où vous aimeriez bien repartir, même si vous avez clairement le temps, hein, mais... On a toujours, on a notre œil sur l'Australie. Non, mais c'est génial. ouais, je sais pas pourquoi on a tous les deux. Moi, quand j'étais petite, je faisais des cabanes en Australie. Quand je jouais, je faisais des cabanes en Australie. C'est vrai. Ça a toujours été. Est-ce que parce que c'est méga loin et que oui et donc ouais, pourquoi pas. Maintenant, c'est comme tout, c'est une bataille. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Et si on a autre chose, on est content. Donc c'est un poste safe. Maintenant, venant d'ici, je m'étais dit aussi n'importe quoi qui soit moins bling, tu vois. Pour les enfants, je trouve que c'est un peu c'est beau les Émirats, on y vit très bien, mais je voudrais pas y vivre plus que 4 ans. J'allais justement te parler de l'aspect culturel local, donc c'est très bling. Oui, ça manque complètement puisque c'est ça, évidemment comme il y a que 10% de locaux. Donc eux, ils ont leur culture entre eux, c'est très difficile de devenir amis avec eux et dans un sens je les comprends, nous on part tous les X temps, donc pourquoi est-ce qu'ils ils investiraient dans des étrangers et donc il n'y a pas vraiment de culture. Allez, si, il y a des choses qu'ils mettent en avant parce qu'ils le veulent bien, mais l'architecture n'est pas typique à ce pays. C'est des architectes belges, français. Enfin, tu vois, c'est tout des trucs à importer et c'est tout. Oui, c'est tout créé. C'est pas. Il n'y a pas une petite rue. Tu vois, comme dans les. Il n'y a pas un petit centre-ville typique, quoi. Voilà, où tu pourrais marcher. Il n'y a pas. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand t'as une poussette, quand t'as des enfants. C'est génial. Tout est tout nouveau puisque le pays a été créé en 71. Avant, il y avait rien. Ah ouais, vache. Donc tout est. Ouais, le pays, c'est un tout jeune pays et donc ils sont arrivés très loin, très vite. Donc on peut leur reconnaître ça et c'est vraiment c'est un chouette pays. C'est hyper sûr. Tu peux laisser ta voiture tourner, ton iPhone dedans, la porte ouverte, partir chercher un pain ou un truc. Il n'arrivera rien à ta voiture. D'accord. C'est vraiment pour ça. C'est un peu la vie de la Belgique dans les années 70. Tu sais, les enfants jouent dans les rues. Ouais. Sans les parents, sans problème. Ici c'est vraiment confortable. Mais il
pour moi, ça manque de quelque chose. Ça manque d'une authenticité, je voudrais que mes enfants voient autre chose. Voient que Puis c'est du pas coup, tu as une toujours grande comme culture de ça. l'argent, du coup, ici aussi, non? Enfin, là, ici, là où Oui, tu es. énorme. Ouais. Tu dois, nous, on est, évidemment, on est les seuls, donc les diplomates, nous, on paye des taxes puisqu'on est payé dans notre pays. Donc, voilà, en Belgique, il y a 50% de taxes. Nous, on paye 50% de taxes. Les expats qui vivent ici, c'est 0% de taxes. Tout ce que tu te fais, tu gagnes. Ah ouais. Et donc, ils gagnent des montants astronomiques. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde a des grosses bagnoles. Tu devrais voir les fêtes d'anniversaire des enfants, c'est la folie, Et c'est pire c'est que des mariages chez nous. Il y a des cirques qui viennent, des clowns, des machins, c'est des trucs de fou. Il y en a qui privatisent des parcs d'attractions. Enfin, c'est c'est quand même une autre dimension, quoi. Oui, et donc je veux pas que mes enfants voient ça, quoi. Moi, je lutte, je suis là, non, t'auras une fête à la maison, c'est moi qui fais le gâteau, enfin, tu vois, même s'il ressemble à rien. On continue à ça. Garde les pieds sur terre. Voilà, on essaye de garder les pieds sur terre parce que pour eux, et pour ça, le Covid, quelque part, a un peu aidé. Parce qu'avant, ma fille commençait à dire, oui, mais mes copines, elles font du poney, elles ont un cheval, elles font de la musique, elles font de la danse, et tout est super cher ici. Ouais. C'est pas possible de suivre et c'est pas un bon service à leur rendre non plus. Donc, parce que la société est vraiment divisée ici. T'as tous les travailleurs pauvres qu'on cache un peu, tu vois, aux abords de la ville. Donc, ils viennent la journée faire les jardins, les voitures, les machins. Et ils repartent le soir. Et t'as tous les expats riches et les émigratries très très riches. Tu vois pas la pauvreté. Tu y es pas confronté. Et ça, pour les enfants, je trouve que c'est un peu, c'est difficile de grandir comme ça et de bien comprendre la valeur de l'argent. Par exemple, il y a pas une petite brocante où tu pourrais lui dire de lui donner 5 € et d'aller chercher quelque chose. Ça n'existe pas ici. Ouais. Non. Donc c'est tout le temps des parcs d'attractions tous les week-ends, des trucs. Donc oui, voilà. Pour ça, je me réjouis de changer. D'accord. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que c'est un travail un peu du quotidien sur plein d'aspects, mais notamment de t'assurer que les enfants puissent garder les pieds sur terre. C'est vrai que c'est pas ça doit pas être facile tous les jours. Ça. Il y a ça, et alors l'autre truc donc que je te disais tout à l'heure, c'est la différence avec un expat normal, c'est que moi je peux pas trop tisser des liens avec les Belges parce que c'est des clients, tu vois. Donc même si ce serait facile de me dire voilà, il y a des Belges dans mon compound, je vais être amie avec eux. Bah non, parce ils ont besoin de l'ambassade, c'est pas le même rapport, tu vois. Donc, eux vont directement, tu fasses attention, dès qu'il y a une crise dans le pays ou quoi, ils vont t'envoyer un message pour avoir des infos parce qu'ils savent que tu travailles à l'ambassade. Donc c'est pour ça tu dois mettre une certaine réserve, tu dois faire attention. Et mais ça, tu dois faire attention avec les gens en général. J'ai appris au début que j'étais là, moi, évidemment comme c'est mon premier poste et que je trouve qu'on a aucun privilège par rapport aux autres, j'ai pas de chauffeur, tu vois. On n'est pas ambassadeur, donc on a une maison normale, une voiture normale, mais évidemment j'ai une plaque diplomatique et il y a des gens qui sont venus, des mamans à l'école qui sont venues directement vers moi. Ah, t'es diplo. Et j'étais là quoi? Et t'as une plaque diplomatique, t'es avec l'ambassade, et donc il y a des gens qui sont fascinés et attirés par ça. D'accord. Donc, tu dois faire attention. Mais c'est un monde un peu merveilleux, c'est vrai. Enfin, comme en plus on le connaît pas, c'est un peu fascinant. Ouais. Oui, c'est justement parce qu'on connaît pas. Non, je veux dire, allez, t'as 75% des gens dans ce monde-là qui sont vraiment bien parce que c'est des gens qui ont voyagé, cultivé, qui connaissent toutes les cultures et qui sont ouverts. Mais non, t'as aussi, comme dans tous les milieux, t'as aussi, franchement, des gros connards. Moi, je me rappellerai toujours, je suis allée à une soirée où j'étais en train de parler avec un gars. Et tu sais, tu te présentes, tu dis je suis Cécile de l'ambassade de Belgique, nanana, et puis au bout d'un moment il dit et quelle est votre position à l'ambassade? Et tu dis ben je suis la femme de Fred. Et hop, il a rien répondu, il a fait demi-tour, il est parti. C'est pas vrai. Si. Et là tu te dis l'éducation non. Il y en a, faut pas penser que parce que c'est des diplomates qui vont tous être bien élevés. Bien sûr. Loin non, de mais là. ça c'est comme partout, hein, comme tu le dis. Ouais. C'est clair. Donc c'est un monde bling. Maintenant, on vit des trucs de fou. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire un blog. Enfin, la première année qu'on était là, on a rencontré le pape. Mais oui, j'allais te parler. C'est dingue, ça. Oui, complètement dingue. Dans un pays musulman, en plus, c'est le moment où tu dois googler que mettre pour rencontrer le pape. Est-ce qu'il y a vraiment des articles là-dessus?
Oui. sur Google. Oui, il y a des articles apparemment parce que Amal Clooney a rencontré le pape. Enfin, je sais pas comment. Bon, bref. Non, mais enfin, tu vois, en théorie, t'as le livre du protocole. Moi, j'y connais pas une chic. C'est ça aussi que je dois apprendre. T'as le livre du protocole. Tu sais comment tu dois appeler un ministre, comment tu dois appeler un ambassadeur, comment tu dois t'adresser à chaque personne. Tout ça, moi, je dois apprendre. C'est du tout nouveau pour moi. Et donc, souvent, tu finis par googler vite fait des trucs. Voilà. Et je me rappellerai toujours la première fois qu'on a été invité chez un ambassadeur. Mon mari et moi, on était complètement à côté de la plaque. Enfin, tu vois, on savait pas quand on pouvait s'asseoir, quand on pouvait commencer à manger. Qu'est-ce que tu vois, c'est codifié à ce point-là, c'est dingue. Tu te sens un peu dans Pretty Woman, là. T'es là, je sais pas, tout le monde me regarde. Bon, donc, et alors, est-ce qu'on mange les Ferrero Rocher à l'ambassade? Ah, ça, non. Certainement pas chez les Belges, mais on me l'a fait souvent. Mais on mange beaucoup de chocolat, oui. On reçoit beaucoup de chocolat. C'est un peu catastrophique. Surtout quand on est diplomate belge, on reçoit des oui, j'imagine. C'est dur, ouais. Non, mais ça, mon mari, par exemple, au début de la première année, il a pris du poids. C'est terrible parce que tu passes d'un métier où son métier, c'est d'aller faire des lunchs avec les gens. Et plus tu manges, si tu prends entrée, plat, dessert, t'as plus de temps pour discuter et pour tisser des liens. Et donc, tu le fais. Et donc, au final, tu t'arrêtes pas de manger. C'est ton truc. Ouais, puis c'est mal vu de laisser la moitié de ton assiette, quoi. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Donc, c'est un métier dur. On se rend pas compte, c'est dur. C'est dingue. Écoute, c'est vraiment super intéressant. En tout cas, je te dis vraiment un grand merci. Avant de nous quitter, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est si tu pouvais donner un conseil à Cécile il y a 2 ans, peut-être Cécile et Fred d'ailleurs, il y a 2 ans, je sais pas. Rétrospectivement, je sais pas, qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant cette nouvelle aventure de vie, quoi, de famille, qui aurait peut-être pu te simplifier, je sais pas, la tâche. Ce serait quoi? Ah, si. Ah, je lui aurais dit, va sur Facebook et déjà mets-toi dans tous les groupes de maman à Abu Dhabi ou je sais pas quoi, Abu Dhabi, tout ce que tu veux, parce que tu auras toutes les réponses à tes questions là-dessus. J'avais complètement sous-estimé les communautés. Ah, c'est comme aux US. Aux US aussi, il y a des groupes Facebook par quartier, par ville. Voilà, et tout, tu demandes, tu sais, t'as les mamans, j'arrive. Ici, il y a même maman francophone d'Abu Dhabi, j'arrive. Dans quel quartier est-ce que je dois habiter? Comment est l'école? Et tout le monde répond, les gens sont super gentils. Et ça, moi, j'ai cherché tout toute seule. Et si j'avais su, j'aurais juste dû poster un truc et c'est comme ça que t'as toutes les... Parce que des bêtises, tu vois, par exemple ici, la qualité de l'air est vraiment mauvaise. Et donc, on a dû acheter des purificateurs d'air pour chaque pièce. Mais je savais pas du tout, tu vois. Donc tu t'arrives et au début, les premiers mois, tu te sens mal, les enfants ont des bronchites, tu comprends pas. Tu vois des trucs et puis tu lis sur Internet, ah mais c'est ça. Donc oui, j'aurais dû encore plus faire des recherches, mais bon, quand on a des enfants, on n'a pas toujours le temps. Non, c'est clair. Et puis comme tu le dis, enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est super développé, en tout cas en Belgique, en France. Donc c'est. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça va commencer à se développer dans chaque ville. Et j'espère que partout où on ira, ça existe. Parce que c'est quand même super facile. C'est génial, même, c'est clair. Allez, si tu aimes courir, il y a les mamans qui courent, il y a les mamans qui marchent. Enfin, il y a tous les groupes que tu veux, quoi. C'est clair. Non, c'est clair. Bon, super. Écoute, c'est un bon conseil, effectivement. Pour finir, tu le sais certainement, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous embarquer avec eux pour nous proposer 3 arrêts si on venait donc à Abu Dhabi, j'imagine hors Covid, parce qu'en ce moment c'est peut-être un peu particulier, mais quelles seraient les 3 expériences? Ça peut être des choses à voir, à goûter, à vivre. Quelles seraient les 3 choses que tu nous recommanderais vraiment de surtout pas quitter le pays sans avoir tenté? Alors d'abord, je dirais qu'il faut venir à Abu Dhabi, parce que les gens vont à Dubaï et c'est à 1h, allez, 1h15 de voiture, donc il faut venir à Abu Dhabi parce que c'est très différent. Hors Covid, parce que pour le moment il y a une frontière, mais bon, d'habitude il faut venir à Abu Dhabi. Il faut évidemment aller voir la grande mosquée, la grande mosquée Sheikh Zayed. C'est extraordinaire, c'est juste un truc de fou. Mais alors mon conseil à moi en tant que photographe, c'est pas d'aller faire des photos dans la mosquée, c'est d'aller dans le truc qui est de l'autre côté de la rue. Donc ils ont construit une espèce de infinity pool avec vue parfaite sur la mosquée qui se reflète dans la piscine. Enfin, tout le monde n'est pas au courant, mais il faut faire ça. De l'autre côté de la rue. 1. 2, il faut aller à l'Emirates Palace. C'est
c'est l'hôtel le plus cher du monde à construire, je pense, ou maintenant il a perdu son statut, enfin un truc comme ça, premier ou deuxième. C'est un truc c'est un palais, c'est un mélange entre Versailles et un palais oriental. Ah, wow. Tout est en or, c'est extraordinaire. Tu comprends pas à quoi ça sert, des grands trucs comme ça climatisés, enfin c'est un truc de fou. Mais il faut rentrer, pas avoir peur de rentrer dedans et aller. Ils ont un café et tu peux demander. Ils ont leur spécialité, c'est 3 choses. C'est le cappuccino avec de l'or, 24 carats déposé sur ton cappuccino. Si. Et en plus, ils dessinent la mosquée sur ton cappuccino. Oh, waouh, c'était dingue. C'est complètement over the top, c'est tout à fait instagrammable, tout ce que tu veux. Ils ont, si tu n'aimes pas le café, ils ont la version glace au lait de chameau, aussi enrobée dans l'or. Énorme. Et si tu préfères vraiment le salé, tu peux avoir un burger de chameau avec de l'or au-dessus. Ah, wow. Ok. Donc voilà, tout ça pour, si ton truc c'est Instagram, voilà, faut aller là. Je dis pas que c'est bon. Parce que moi, j'ai goûté le cappuccino, l'or te reste un peu dans la bouche, c'est pâteux. Non, c'est vraiment pas fantastique, mais c'est beau. Ouais, c'est un truc à voir une fois, quoi. C'est fait pour être ça. Et en troisième, qu'est-ce que je dirais? En troisième, il faut aller à Saadiyat. Donc, Abu Dhabi, c'est 300 îles connectées par des ponts. Et il y a une île, Saadiyat, où il y a d'ailleurs le Louvre, Abu Dhabi. C'est connu pour ça, mais alors l'autre partie de l'île, ils ont créé une plage, c'est les Maldives. C'est bleu, c'est un bleu turquoise. Tu te demandes où t'es. Wow. C'est franchement, c'est du sable blanc fin. Et alors tu t'assieds là sur la plage et tu vois les dauphins passer, sauter. Enfin, c'est complètement fou. Tu vas dans l'eau. Moi, il y avait une raie qui passait à côté de moi. Tu te demandes vraiment si t'as voyagé, si t'as pris l'avion. C'est une expérience à faire. Saadiyat, c'est la plus belle plage du pays. Même à Dubaï, ils n'ont pas des plages comme ça. Donc, bim, dans ta tronche, Dubaï. C'est clair qu'il y a une petite rivalité, mais bon, je voudrais pas y vivre. Encore une raison de venir à Abu Dhabi. D'accord. Voilà. Super. Écoute, Cécile, je te dis un immense merci. C'était vraiment super chouette de découvrir ton histoire. Merci beaucoup de nous avoir embarqués pour ce voyage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avant de te quitter? Que l'école réouvre. Ouais. C'est les plans normalement, et que l'école réouvre et qu'elle reste ouverte. Pour le moment, c'est voilà. Et pour nous souhaiter à nous, je ne souhaite rien d'autre que d'avoir un vaccin, parce que tu le vis aussi, être expat cette période-ci, c'est très compliqué parce que on peut difficilement rentrer à la maison. Peu importe ce que la maison est. Ouais, bien sûr. C'est vraiment dur pour nous. Autrement, en tant qu'expat, on essaye, on est entre les news de chez nous, les news d'ici. Donc voilà, un bon vaccin qui marche vite. C'est tout ce qu'il faut espérer. Ça marche. Et écoute, c'est clair, je partage ton espoir là-dessus. J'espère que ça va vite se décanter. Écoute, encore un immense merci. Je te souhaite une belle fin d'été, une bonne rentrée, et puis tout le meilleur pour toi et ta famille. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Anne-Fleur, et merci pour cette interview et la bonne qualité du podcast. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Cécile d'avoir pris le temps de me raconter son histoire. J'espère que la balade au Moyen-Orient vous aura plu et que vous aurez découvert plein de choses sur les Émirats Arabes Unis. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à faire connaître le podcast du plus grand nombre, rendez-vous sur votre application de podcast préférée et plus particulièrement sur Apple Podcast, qui est l'application qui est la plus utilisée et qui nous aide le plus, pour y mettre 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de nous aider et d'aider le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, direction Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec nous et toute la communauté. Pour retrouver toutes les bonnes adresses de Cécile, direction notre compte Mapster @FrenchExpat le podcast. Vous retrouverez toutes les adresses de tous les invités d'ailleurs que Manon prend le temps d'ajouter à notre carte du monde, avec tous les invités depuis le début de la saison 1 du podcast. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt.